Dans cette vidéo, on va commencer par parler de JavaScript. Qu'est-ce que c'est et puis voir aussi comment est-ce que nous pouvons l'intégrer dans notre application web et commencer par utiliser ces fonctionnalités. Bon, JavaScript, comme on l'avait énoncé dans la première vidéo d'introduction à la programmation web, ça va nous permettre de, de dynamiser un peu notre application web. Donc JavaScript est tellement utilisé dans les applications de nos jours. Donc vous devez, en tant que développeur web, connaître ce langage-là. Vous devez avoir au moins un niveau intermédiaire dans ce langage pour pouvoir bien réussir les applications web. C'est très important parce que plein d'outils qui sortent aujourd'hui intègrent automatiquement ce langage-là. Donc il est important, voire même obligatoire en tant que développeur web de maîtriser ce langage-là. Donc je vais vous montrer un exemple simple. Je vais aller sur le site de Facebook, facebook.com. Ici, je vais cliquer sur créer un compte. Ok, donc quand je clique sur créer un compte, déjà, vous remarquez qu'il y a une fenêtre modale qui s'affiche. Ok, donc cette fenêtre modale, l'action on a cliqué sur le bouton, vous voyez qu'il y a une fonction qui a été exécutée derrière. Quand on clique sur le bouton créer un compte, le navigateur a fait appel à une fonction JavaScript bien sûr, et cette fonction s'occupe de l'affichage de cette fenêtre modale. Donc imaginez quelque chose, quand on arrive sur la page web, premièrement la fenêtre ou bien le formulaire d'inscription n'est pas visible. C'est lorsqu'on va cliquer sur le bouton créer un nouveau compte que nous pouvons voir à l'écran la fenêtre modale. Donc ça c'est une action qui a été effectuée par JavaScript. Donc on voit déjà un peu le rôle que peut jouer JavaScript dans une page web. On peut par défaut essayer de cacher certaines informations, et puis au clic ou bien sous certaines conditions, on peut essayer de les afficher de façon dynamique avec du JavaScript. Donc quand je clique ici, déjà ça c'est une action JavaScript. Maintenant, je vais essayer de ne pas remplir certaines informations capitales. Quand je clique sur s'inscrire, vous voyez déjà que dans le navigateur, on a fait des contrôles pour vérifier si tous les champs obligatoires ont été saisis. Ça, c'est quelque chose que JavaScript peut très bien faire. Donc ici, on a fait le contrôle, on a accédé à ces différents composants à partir de JavaScript, et puis on a vu que leur valeur est vide. Donc, on va alerter l'utilisateur directement dans le navigateur qu'il y a certaines informations qui ne sont pas remplies. Voilà un peu l'usage de façon très basique qu'on peut faire avec du JavaScript. Ça fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas énumérer ici dans la vidéo, mais je vous rassure tout de suite que en tant que développeur web, vous êtes tenu à maîtriser un peu ce langage-là. C'est très important en tant que développeur web de pouvoir maîtriser ce langage, sinon vous aurez beaucoup de problèmes dans l'avenir. Donc c'est très important d'ailleurs. Et ce qui est que le module 1 du projet 3HLP est essentiellement basé sur ce langage-là, c'est-à-dire que l'envoi et la récupération des données dans une base de données est fait à partir de JavaScript. Donc, étant donné qu'on va utiliser Firebase pour pouvoir envoyer les données, donc on va devoir utiliser JavaScript pour ça. Donc, c'est très important de maîtriser un peu ce qui va se faire dans cette vidéo et dans la vidéo suivante. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de créer un nouveau projet spécial pour le cours de JavaScript. Donc, je vais créer un dossier au bureau. Je crée un dossier qui va s'appeler JavaScript. Ok, maintenant dans mon Notepad++, je vais créer un nouveau fichier index.html dans ce nouveau dossier JavaScript que je viens de créer. JavaScript.html. Voilà, et puis je vais mettre en place l'architecture minimale. Architecture minimale, HTML.
Voilà. Ok, donc je viens de mettre en place l'architecture minimale d'une page web. Mais vous allez vous demander, on est en train, on veut apprendre à programmer avec du JavaScript. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre en place l'architecture minimale? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer un fichier HTML? Notez tout simplement qu'un fichier JavaScript est toujours exécuté à l'intérieur d'une page web. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exécuter un fichier JavaScript en l'air comme ça. Un fichier JavaScript, tout ça ne peut pas s'exécuter. Il faut l'intégrer à une page web. Étant donné que le JavaScript va interagir avec nos composants du HTML, donc il va falloir que nous ayons en place déjà un fichier web, c'est-à-dire un fichier HTML. Et à l'intérieur de ce fichier HTML là, on va pouvoir intégrer JavaScript pour pouvoir dynamiser les composants. Donc voilà le pourquoi nous devons créer un fichier HTML. Donc c'est comme votre projet web. Donc vous créez le premier fichier. Maintenant on va voir dans la suite comment est-ce qu'on peut intégrer du JavaScript pour rendre tout ça dynamique. Donc je vais aller lancer mon projet JavaScript. Et puis je vais lancer ça avec Firefox. J'aime beaucoup ce navigateur, surtout quand je programme, ça me permet de voir plein de choses. Donc je vais lancer. Ok, c'est bon. Je vais faire le partage d'écran là. Ok, on est bon. Maintenant, je vais essayer de créer un fichier JavaScript. D'accord, donc je crée le fichier JavaScript. Je vais l'appeler script.js. Tout comme au niveau de CSS, on avait créé un fichier CSS qui avait pour extension .css. Au niveau de JavaScript, le fichier doit avoir pour extension .js. Donc j'enregistre. Ok. Maintenant, une fois que le fichier est créé, de la même façon qu'on avait fait l'intégration pour CSS, il faut maintenant que ce fichier-là soit intégré à notre page web, c'est-à-dire au fichier HTML ici. Sinon, actuellement, on a juste créé le fichier. Ça se trouve dans le même dossier. Vous voyez ici déjà, il y a le fichier index et le fichier script.js. Mais actuellement, les deux sont séparés. C'est pas parce que les deux se trouvent dans un même dossier qu'ils sont forcément en relation. Non, il faut maintenant dans le fichier index intégrer ce fichier JavaScript en faisant ceci. Script src. Donc, on utilise la balise script ici. src égale à script.js. On précise maintenant le nom du fichier. Et puis, je ferme la balise script comme ceci. Voilà, avec ça, on vient d'intégrer le fichier JavaScript qu'on a créé dans ce fichier HTML. Donc ici, je vais ajouter un attribut diffère. L'attribut diffère veut dire que nous voulons que ces codes-là, les codes JavaScript que nous allons écrire ici, soient exécutés après le chargement complet de la page web. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre à ce que la page web soit totalement chargée avant de commencer par effectuer ou bien exécuter les codes JavaScript? Imaginez un peu, c'est normal d'imaginer un peu ceci. On veut que les codes JavaScript qu'on veut écrire ici interagissent ou bien agissent sur les composants HTML qu'on a créés dans ce fichier. Maintenant, si au tout début de mon application, je commence par exécuter les codes JavaScript sans que ces composants ne soient disponibles dans le body, là, il y aura un problème. Le code JavaScript ne va pas trouver tous les composants qu'on a créés. Donc, ça va créer un petit problème au niveau de votre code. Donc, c'est très important de préciser diffère ici pour être sûr que le code JavaScript qu'on va écrire ici va retrouver les composants sur lesquels on veut que ces codes-là agissent. Donc, voilà un peu le pourquoi on doit mettre le diffère. Ok. Maintenant qu'on a vu comment est-ce que l'intégration fonctionne, on va essayer de faire un petit texte. Dans le code JavaScript, je vais juste écrire quelque chose ici. Je vais mettre alerte. Bonjour tout le monde.
OK. Ici, je viens tout simplement d'appeler une fonction native de JavaScript, alert, une fonction qui s'appelle alert et qui prend en paramètre une chaîne de caractères bonjour tout le monde. Donc ici, je vais actualiser la page pour voir déjà le résultat de ce code. Quand je fais ceci, vous voyez que j'ai une fenêtre modale à l'écran et qui m'affiche le texte bonjour tout le monde. Donc retenez tout simplement ici que nous avons appelé alert ici, qui est une fonction. Donc déjà quand on appelle une fonction en JavaScript, elle est toujours suivie d'une parenthèse. OK? Il y a une parenthèse qui vient d'abord lors de l'appel d'une fonction. Maintenant, une fois que la fonction est appelée, en fonction de comment est-ce qu'elle a été codée, on lui donne des paramètres. Donc ici, j'ai mis entre les griffes ici une chaîne de caractères. Donc cette fonction, lors de sa création par les développeurs de JavaScript, ils ont prévu à ce que cette fonction-là puisse prendre quelque chose en parenthèse, dans la parenthèse. Donc c'est le pourquoi on a besoin de mettre quelque chose, de préciser quelque chose qui va s'afficher sur la fenêtre modale. OK, donc ici, nous avons le résultat. Bonjour tout le monde. OK. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut intégrer de façon très simple JavaScript dans notre page web. Maintenant, quand on dit JavaScript, c'est premièrement un langage de programmation, okay, tout comme les langages comme le C, C++, Java, PHP, tout ça. Donc quand on dit un langage de programmation, il y a toute une liste de concepts que vous devez maîtriser. Par exemple, les notions de... Je vais faire un petit commentaire ici. Quand on dit langage de programmation, il y a déjà les variables qu'il faut maîtriser. Déjà, on vient de voir comment est-ce qu'on peut afficher quelque chose. Affichage à l'écran. OK. Ou bien affichage des informations. OK. L'information, c'est ce qu'on vient de voir avec la fonction alerte. Donc, on sait déjà comment est-ce qu'on peut afficher quelque chose dans une fenêtre modale au niveau de JavaScript. Donc, c'est très important. Et on doit aussi connaître ce que c'est qu'une variable et comment est-ce qu'on peut utiliser ces variables dans le langage qu'on est en train d'apprendre, notamment JavaScript ici. Il y a aussi la notion de tableau. OK. Il y a aussi la notion des objets. OK. On doit aussi connaître les opérations mathématiques. Opérations mathématiques. OK. On doit aussi connaître les opérations de comparaison, c'est-à-dire les comparaisons de façon générale, avec l'usage du if, de la condition if. On doit aussi savoir comment on peut faire des boucles. On doit aussi savoir comment on peut créer une fonction. Parce que notez ici que je viens de vous dire que alert est une fonction qui vient avec JavaScript directement dans le navigateur. Mais il peut arriver qu'on ait besoin de coder notre propre fonction pour exécuter ou bien pour effectuer une tâche très bien spécifique. Donc, on doit aussi connaître comment est-ce qu'on peut créer une fonction. Et aussi, la dernière notion qu'on va essayer de voir au niveau de JavaScript, ici même, c'est comment est-ce que ce langage-là peut faire des requêtes. Hein, les requêtes vers le réseau, c'est-à-dire vers les ressources externes ou bien internes à notre application. OK, on les appelle souvent des API. OK, accès aux API. Donc, on verra ça plus tard. Mais je vous rassure tout ce que je viens d'énoncer ici, ce sont des trucs vraiment très faciles. On verra ça dans cette vidéo. Dans quelques minutes tout à l'heure, on va essayer de parcourir tout ça rapidement et puis vous allez très bien comprendre. Donc voilà la première partie de JavaScript qu'il faut qu'on maîtrise. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Et puis dans la seconde vidéo qui va venir, on aura à parler de ces éléments qui sont très spécifiques à JavaScript.
Donc, on va parler du DOM. Le DOM, c'est juste une technique qui va nous permettre de manipuler ou bien d'interagir avec les composants HTML. Tout ce qu'on a vu ici actuellement, ça ne va pas nous permettre de manipuler les composants HTML, mais ce sont des éléments qu'on peut utiliser pour construire la logique de notre algorithme, de notre programme. Donc ici, au niveau du DOM, ça va juste nous permettre d'accéder à ces différents composants, les boutons, les zones de saisie, les textes, bien les images. Le DOM peut nous permettre de les accéder, d'accéder à ces éléments-là. Et on peut combiner ces différentes notions qu'on aura à voir ici afin d'avoir un bon résultat en termes d'algorithme. Donc au niveau du DOM, on va essayer de parcourir tout ça dans la seconde vidéo. On doit savoir comment on peut accéder aux composants. On doit savoir aussi comment est-ce qu'on peut modifier le comportement de certains composants, des composants, et aussi comment est-ce que nous pouvons lier des événements ou bien capturer des événements sur les composants. Donc voilà globalement ce qu'on aura à voir dans la seconde vidéo. Ok, donc sans plus tarder, on va s'occuper rapidement de la première partie qui va concerner l'affichage, les variables, les tableaux, les objets, toutes ces notions-là qu'on va essayer de parcourir rapidement dans cette première vidéo. Ok, avant de continuer, je vais vous montrer un peu une seconde façon d'afficher une information au niveau de JavaScript. On vient de voir une première fonction qui s'appelle alert, qui nous affiche une chaîne de caractères ou bien une information qui lui est passée en paramètre à l'écran. Donc, il y a un second qu'on appelle console.log. Donc, la fonction console.log aussi agit exactement comme la fonction alert. Donc, je vais mettre aussi bonjour tout le monde. Quand je le fais comme ça et que j'actualise, il n'y a rien qui s'affiche chez moi. Il n'y a rien qui s'affiche, contrairement à alerte. Mais pour voir l'information qu'on a affichée à partir de console.log, il faut maintenant inspecter l'élément. Je vais faire un clic droit dans le navigateur et puis inspecter. Donc, quand je fais inspecter, je peux revenir ici dans la console. Il y a l'onglet console ici. Je clique dessus. Et là, je peux voir ici bonjour tout le monde qui s'affiche. Ok. Je vais essayer de changer la position de... voilà, comme ça, je l'ai en bas ici. Bonjour tout le monde. Donc, on va, lors du développement, utiliser beaucoup cette façon d'afficher les informations. Je vais agrandir ça un peu. Ok, je pense que c'est bon. Ok, je l'ai juste agrandi pour qu'on puisse voir. Voilà, ok, donc on peut voir clairement ici le bonjour tout le monde qu'on a écrit à ce niveau. Donc je peux changer un peu, vous allez voir. Ok, voilà, on a l'information qui est affichée ici. Donc lors du développement, je vais la plupart du temps utiliser console.log. C'est beaucoup plus convivial que alert. Et puis quand on va arriver sur les tableaux et puis les objets, vous verrez que console.log est beaucoup plus adapté lors du développement. Ok. Mais avant de continuer par voir ces notions qu'on a vues ici, premièrement au niveau des variables, je vais lancer ici le site Facebook parce qu'il y a un exemple très important là que j'aimerais vous montrer. Donc la première notion qu'on va voir ici, c'est les variables. Ok, je vais mettre ici les variables. Quand je mets les deux slash là, ça veut dire que nous sommes en train de faire un commentaire. Ce code là ne sera pas exécuté au niveau de JavaScript. Quand j'actualise, il n'y a rien qui se passe dans la console. Ok, ce qui s'affiche ici, c'est juste le test qu'on avait mis au niveau du au niveau du fichier HTML. Et ces informations ne sont pas affichées dans le navigateur parce que je les ai mis en commentaire. Donc pour info, pour mettre une information en commentaire en HTML, c'est comme ça que ça se fait. On met ce symbole là au début et à la fin on ferme le commentaire comme ceci. Ok, donc tout ce qui est mis en commentaire ne sera pas visible dans le navigateur ici.
Donc, c'est la même chose au niveau de JavaScript. Pour mettre quelque chose en commentaire, on met les deux barres et puis le texte qui suit. D'accord. On veut parler des variables. Quand je prends le site de Facebook, au niveau du formulaire d'inscription, quand je saisis quelque chose ici et que je ne saisis pas tout, quand je clique sur s'inscrire, on me dit que je n'ai pas saisi le nom. Quel est votre nom? Je n'ai pas saisi le nom. Ok, comment est-ce que le navigateur a su que je n'ai pas saisi le nom? Donc, pour le faire, voici la logique qui est adoptée. Ils ont déjà accédé à ce composant nom. Ils ont récupéré sa valeur et ensuite ils vont vérifier si cette valeur-là est vide ou pas. Ok? Mais pour récupérer la valeur, il faut la mettre dans ce qu'on appelle une variable. Donc, on a besoin d'une variable pour stocker des informations sur notre page web. Ça, c'est un exemple concret pour ce formulaire. Quand on prend ce formulaire, donc on a besoin de ces différentes variables-là pour pouvoir récupérer ce que la personne a saisi. Donc, sur votre application web, vous avez forcément besoin des variables pour pouvoir sauvegarder ou bien stocker des informations que vous voulez utiliser plus tard. Donc, quand on clique sur s'inscrire, on doit pouvoir récupérer toutes ces valeurs-là dans des variables différentes avant de l'envoyer sur un serveur pour traitement. Ok, donc ici, on a forcément besoin des variables. Au niveau de JavaScript, comment est-ce qu'on peut déclarer ou bien commencer par utiliser une variable? Pour créer une variable au niveau de JavaScript, je vais mettre ici le test de création d'une variable. Pour créer une variable, il faut juste utiliser le mot-clé var. Par exemple, var nom égale à, je ne sais pas, je vais mettre Jean. Ok. Var nom égale à Jean. Donc, le mot-clé var me permet de déclarer une variable, ou bien d'annoncer la déclaration d'une variable. Ici, donc, la variable a pour nom, nom, suivi de égal. Quand vous voyez égal, ça veut dire qu'on veut affecter une valeur à cette variable-là. Quelle est la valeur de la variable nom? C'est Jean. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis Jean entre les griffes? Parce que Jean est une chaîne de caractères. Donc, en JavaScript, c'est très important. Si vous voulez mettre ou bien sauvegarder une chaîne de caractères dans le navigateur, il faut forcément utiliser les griffes. Donc, quand je reviens ici, ok, j'ai actualisé. Mais dans la console, quand je saisis non, vous voyez que cette variable-là, une fois que c'est déclaré, elle est sauvegardée dans la mémoire de l'ordinateur, c'est-à-dire dans le navigateur. C'est accessible directement dans le navigateur ici, qu'on peut utiliser plus tard. D'accord? Ok, ça c'est la première façon de déclarer. On peut utiliser aussi le mot-clé let de JavaScript. Quand je fais let, par exemple, âge égale à 12. Ok? Donc ici, je peux mettre, quand j'actualise la page, je peux mettre âge pour voir ce qui a été sauvegardé. Ok? Voilà. Mais contrairement à, quelle est la différence entre les deux? Supposons que j'ai une variable nom ici, égale à Jean. Mais si plus tard je mets var nom égale à Didier, qu'est-ce qui va se passer? Je mets nom. Ça me met nom égale à Didier, c'est-à-dire que la seconde déclaration de nom a essayé d'écraser la première déclaration de nom. C'est parce que ici on a utilisé le mot-clé et var. Maintenant, je vais faire la même chose avec let aussi. Quand je mets let âge égale à 25, on va voir ce qui va se passer. Déjà, j'ai une erreur ici. Regardez un peu. Dans cette partie, erreur, on me dit redéclaration of let age.
ici, je ne peux plus redéclarer une autre variable qui a pour nom âge parce que j'avais déjà utilisé le mot-clé let pour déclarer la variable âge quelque part. Donc voilà un peu une première différence entre le fait d'utiliser var et puis let pour déclarer une variable. Ok, donc quand on utilise let, c'est comme il y a une petite restriction, on ne peut plus redéclarer la même variable après. En fait, moi je trouve que c'est une sorte de sécurité, ok, pour ne pas redéclarer des variables en désordre. Ça peut compromettre votre algorithme. Donc, le fait d'utiliser let vous protège en quelque sorte pour ne pas utiliser le même nom de variable plusieurs fois dans votre fonction. Ici, mais par contre, je pouvais faire ceci, je peux faire ceci plutôt. Quand je dis âge égale à 25, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Mais quand je viens dans le navigateur, âge égale à 25, c'est-à-dire que la valeur initiale de âge égale à 12. Mais quelque part dans le programme, on peut modifier cette variable-là, ok, avec une autre valeur, ici en faisant âge égale à 25. La même chose, si je dis const, const aussi, c'est aussi un mot-clé qui est utilisé pour créer ou bien déclarer les variables. Donc, quand je dis const, je vais dire ville égale à Lomé. Ok. Const de façon très spécifique, ça veut dire une variable ville qui est une variable constante. Ça ne peut pas être changé plus tard dans mon programme. Donc, c'est une valeur ou bien c'est une variable qui ne change pas de valeur. C'est une constante. Donc, quand je viens ici et que je mets ville, c'est Lomé. Mais si entre-temps, j'essaie de modifier la valeur de cette variable-là, ville égale à, par exemple, Cara, qu'est-ce qu'on aura dans le programme? Est-ce que ça va générer une erreur? Oui, bien sûr, parce qu'on me dit encore step error invalid assignment to const ville. On ne peut pas modifier une variable qui est déjà déclarée constante. C'est pas possible. Donc voilà les trois façons de déclarer une variable. Donc on déclare une variable et puis on peut lui assigner une valeur. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Comment est-ce qu'on peut déclarer une variable mais qu'on ne connaît pas pour le moment sa valeur? On peut juste utiliser lettre, je sais pas, prénom, tout simplement. Ok, je vais enlever ça. Ok, donc quand je mets prénom, vous voyez que ça me dit undefined. Ok, donc ça, pour le moment, ça a une valeur undefined. On a déclaré ça, mais ça n'a pas de valeur pour le moment. Ok, sa valeur est indéfinie. Mais plus tard, on peut mettre prénom égal à Gériel. Ok, quand je fais prénom maintenant, j'ai Gériel. Donc voici comment est-ce que vous pouvez déclarer ou bien initialiser des variables dans votre programme. Maintenant, une fois que vous avez déjà cette notion de base des variables, on peut aller beaucoup plus loin en regardant un peu les différents types de variables qu'on peut avoir. Regardez ici. Au niveau de Jean, Lomé, Didier, j'ai mis des griffes. J'ai entouré le nom entre les griffes parce que ce sont des chaînes de caractères. Ici, 12 et 25, je n'ai pas utilisé de chaînes de caractères parce que ce sont juste des nombres. C'est des nombres, on n'a pas besoin de les entourer avec une chaîne de caractères. D'accord? Donc, il y a aussi les types booléens. On peut déclarer une variable comme ceci, lettre vivant égale à true. Donc, il y a aussi des variables qui prennent des valeurs true ou bien false. Ça dépend aussi de votre programme. Vous pouvez décider de déclarer une variable qui est false par défaut. Et sous certaines conditions, cette variable peut prendre la valeur true. Donc, tout dépend de comment est-ce que vous voulez écrire votre programme. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, surtout, on va essayer de voir ça dans des programmes très pratiques et on va voir comment est-ce qu'on peut les utiliser pour pouvoir construire notre algorithme.
Parlons maintenant un peu des tableaux. La seconde notion dont on va parler, ce sont les tableaux. C'est quoi un tableau en JavaScript? Je vais enlever tout ça. Notion de tableau. Ok, un tableau, tout simplement, c'est aussi une variable qui est un peu spéciale. Donc déjà, comme c'est une variable, pour déclarer un tableau, je peux faire directement let mon tableau égal. Donc ça, il n'y a rien à faire. Étant donné que c'est une variable, il faut toujours déclarer soit const, soit var, soit let égal à let suivi du nom du tableau égal à sa valeur. Maintenant, au lieu de mettre des griffes ou bien mettre directement une valeur comme on l'avait fait de l'autre côté, la valeur du tableau se met entre les crochets. Donc je peux mettre ici 12, 5, 14, tout ce que je veux, Jean, Gériel, trou. Ok, donc ici, comme vous pouvez le deviner ici, un tableau peut contenir plusieurs valeurs. Donc ici, c'est le pourquoi d'ailleurs on l'appelle un tableau. Un tableau. Quand on prend un tableau, on peut retrouver plusieurs informations dans ce tableau-là. Donc si votre programme ou bien votre code a besoin de stocker plusieurs informations concernant un élément donné, vous pouvez imaginer le fait de le mettre dans un tableau. Comme ça, vous voyez de façon très claire ce qui se passe. Ici, nous avons 12, 5, 14 ici qui sont de type entier. Les deux qui suivent sont les chaînes de caractères. Et ici, nous avons une valeur booléenne true. Ok, donc c'est pour vous dire ici qu'un tableau peut contenir n'importe quel type de données. Ok, alors ici, supposons que nous voulons stocker un tableau de les notes concernant un étudiant donné. Donc, on peut essayer de dire que nous avons les notes d'histoire, géographie, notes de français, notes d'anglais, notes de maths qu'on veut récupérer sur un étudiant. Donc, je peux déclarer une variable comme ceci, const note égale, je peux mettre 14. Il a eu 14 en histoire géo, 10 en français, 15 en anglais et puis 18 en maths. Ok. Donc, on peut voir ici comment est-ce qu'on peut créer un tableau au niveau de JavaScript. C'est très simple. Donc, par après, si on prend votre application web, vous pouvez créer des informations ou bien créer des composants et après récupérer ces valeurs et mettre peut-être ces valeurs dans un tableau. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, donc c'est très simple ici, la façon dont on peut déclarer un tableau. Donc, supposons que je vais afficher ce tableau-là dans la console du navigateur. Il faut juste que je fasse console.log note. Ok, donc on doit voir clairement dans la console ici l'information qui s'affiche clair et net. Je vais augmenter ça un peu. Ok, donc on peut voir clairement que nous avons un tableau composé de 14, 10, 15 et 18. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ceci? Je vais faire note. Je n'ai pas mis le nom de la variable entre les griffes. Si je le fais comme ça veut dire que je suis en train d'afficher la chaîne de caractères notes et non la variable note. Regardez. Au lieu qu'on nous affiche la valeur du tableau, on nous affiche la chaîne de caractères note. Ce qui veut dire que pour afficher une variable, peu importe sa nature, que ce soit une simple variable ou bien un tableau, pour l'afficher, on ne met plus les griffes. Donc nous avons le résultat là ici. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ou bien comment est-ce qu'on peut faire pour dire dans la console, supposons que je vais avoir ceci dans la console. Ok. La valeur, je vais avoir dans la console ceci. La valeur
de la note est, je vais avoir dans la console ceci: 14, 10, 15, 18. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais dans ce résultat-là qu'on veut avoir, on peut identifier deux parties. Il y a une partie chaîne de caractères et une partie variable. Donc ici, déjà, la partie chaîne de caractères doit s'afficher, mais doit se mettre dans des griffes. Donc la valeur de la note est... Maintenant, si je mets note comme ceci, est-ce que ça va marcher? Donc, vous pouvez deviner, ça ne va pas marcher. On aura ceci à l'écran. Maintenant, on veut remplacer note là par sa vraie valeur, ce tableau. Donc, pour le faire, on va l'enlever de la chaîne de caractères. Étant donné que ce n'est plus une chaîne de caractères, je vais mettre ça derrière la chaîne de caractères. Mais en le faisant comme ceci, ça ne va pas marcher. On aura une erreur. Voilà. Mais ici, il faut juste mettre un petit plus pour dire que je veux ajouter une variable à cette chaîne. Voici la chaîne qui s'arrête ici, suivie de la chaîne. Donc, je veux ajouter maintenant cette variable qui n'est plus une simple chaîne de caractères, mais c'est une variable. Et puis, quand je le fais, j'ai le résultat là. La valeur de la note est, et puis on me met devant les valeurs comprises dans le tableau. Donc voilà un peu comment on peut utiliser mettre dans la console deux informations côte à côte. Donc cette opération s'appelle la concaténation. Le fait de mettre plus à ce niveau qui sépare deux valeurs ou bien oui, deux informations de type différent, ça s'appelle la concaténation. On vient de concaténer cette chaîne de caractères à cette variable là. Donc c'est très important de savoir comment on peut concaténer tout ça. Maintenant, on va essayer de voir quelques fonctions qu'on peut appliquer sur ce tableau. Déjà, quand vous avez une liste d'informations contenues dans un tableau, on peut par après essayer de les parcourir. Je vais utiliser une fonction qu'on appelle la fonction for each ici, ou bien la fonction map. Donc, il y a au moins les deux fonctions qu'on peut utiliser. Mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là. On va rester très simple, utiliser seulement la fonction for each. Mais je vous assure que les deux, c'est-à-dire la fonction map et puis la fonction for each, s'utilisent de la même façon. Donc ici, quand je prends la fonction note, supposons que je vais afficher de façon séparée toutes les informations contenues dans ce tableau-là, ou bien accéder à ces éléments-là un à un. Donc je peux dire note.for each. Ok, donc le for each, c'est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Et cette autre fonction va essayer de... Bon, je ne sais pas si pour le moment, si je le fais, vous allez bien comprendre. Une fois que nous n'avons pas encore accédé, ou bien on ne sait pas comment est-ce qu'on peut créer une fonction, ça va être compliqué pour vous. Je vais garder ce processus-là pour plus tard. Je pense que c'est une très bonne idée de garder ça plus tard. Comme ça, on ne va pas perdre le fil. Donc, quand on va arriver sur la création de la fonction, on va revenir sur ça. Ou peut-être dans des cas pratiques, on verra l'usage de certaines fonctions sur les tableaux. Je pense que c'est mieux. Ok, on continue. L'élément suivant dans la liste, c'est les objets. Ok, un objet, c'est quoi un objet? Je prends objet. Un objet, c'est aussi une variable. Bonne nouvelle, donc pour déclarer un objet, on va toujours utiliser le mot-clé var, let ou bien const. Donc ici, quand je mets const note, supposons que la note qu'on avait déclarée sous forme de tableau, je mets const note sous forme de tableau égale à 14, on avait mis 10, 15 et puis 18. Voilà. Et on avait dit ici que nous avons les notes anglais. Non, c'est histojo d'abord. Anglais. Non, histojo, français, anglais
et puis maths. Voilà les 4 notes que nous avons dans le tableau. Ok, mais quand on prend cette variable-là, variable note sous forme de tableau, quand on prend 14, on ne sait pas exactement, ce que ça représente, ce 10 là. Quand on prend ce 10, on ne sait pas on ne peut pas dire clairement la note, si c'est la note de français ou bien c'est la note d'anglais. Mais au niveau des objets, on peut régler ce problème-là au niveau des objets en déclarant de façon explicite cette variable. Donc voici un peu ce qu'on peut faire si on veut utiliser la notation d'objet pour ce tableau. Donc si je fais const note sous forme d'objet égale à... Ok, au lieu d'utiliser les crochets, je vais utiliser maintenant les accolades. Donc voilà la première différence qui existe entre un tableau et un objet. Il faut, au lieu des crochets, utiliser les accolades pour les objets. Donc ici, je vais dire note d'histojo, 2 points, égale à 14, virgule, note de français, 2 points, 10, note d'anglais, 2 points, 15, et puis note de maths, 2 points, 18. Ok, avec cette déclaration, on voit clairement que nous avons, quand on prend 14, on sait que c'est la note d'histojo. Quand on prend le 15, là, on sait que c'est la note d'anglais. Donc, quand on actualise la page, il n'y a pas d'erreur. Mais quand je fais console.log, note sous forme d'objet, qu'est-ce que je dois avoir dans la console? Nous avons ceci. Regardez un peu le format déjà. Je vais agrandir un peu. On voit clairement que nous avons la note d'anglais qui est égale à 15, note de français égale à 10, note d'histojo égale à 14, et puis maths 18. D'accord. Maintenant, on va profiter ici pour voir, supposons qu'on veut accéder à la note d'histojo. Ici, comment est-ce que je peux faire? Je veux accéder à la note d'histojo. Je peux faire ceci, point histojo. J'ajoute un petit point suivi du nom que j'avais utilisé pour représenter la note d'histojo dans mon objet. Donc quand j'actualise, j'ai le 14 ici. Mais au niveau du tableau, comment est-ce que je peux accéder à cette note 14 ici, à cette note 14 ici au niveau du tableau? Donc déjà, pour accéder à quelque chose dans un tableau, il faut connaître sa position. On voit ici que ça se trouve à la première position. Et pour cibler les choses à une position donnée, ok, note, je veux accéder à la première note du tableau, donc je mets crochet. Ok, crochet comme ceci et je mets la position 0. Notez ici aussi que pour un tableau, la position commence à partir de 0. Ok, donc le premier élément a pour position 0, le second élément a pour position 1, ainsi de suite. Donc quand j'actualise maintenant, vous allez voir qu'on accède au niveau du tableau aussi cette note-là. Si je remets ici 1, on aura 10 ici. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut accéder les éléments au niveau du tableau et au niveau de l'objet. Donc, même chose ici, on va voir dans des cas pratiques comment est-ce qu'on peut accéder ou bien appliquer certaines fonctions sur les objets et puis sur les tableaux. Donc, on verra ça plus tard. Mais pour ceux qui ont déjà le document 3HLP, vous pouvez voir les exemples qui sont mis dedans et pratiquer par vous-même pour voir un peu le résultat. Sinon, on verra les fonctions et puis leur cas d'utilisation dans des applications concrètes dans les vidéos suivantes. Une fois que vous avez une bonne maîtrise de ces différents concepts, c'est-à-dire les variables, les tableaux et puis les objets, on peut commencer par voir une opération très importante, à savoir les opérations mathématiques. Ici, les opérations mathématiques, c'est juste savoir à ce niveau comment on peut faire les calculs, la somme, la soustraction, multiplication, division,
avec du JavaScript. Donc, on va rester très basique ici. Donc, je vais mettre ici opération mathématique. OK. Donc, je vais commencer par déclarer une variable. OK, je mets const a égale à 12, const b égale à 5. D'accord. Maintenant, on veut faire la somme de ces deux variables. Comment est-ce que ça peut se faire? C'est comme en mathématiques, il n'y a pas trop de différence. Donc, je peux déclarer une autre variable, variable c égale à a plus b, tout simplement. Et je peux faire un petit console.log, la somme de a et de b est c. Voilà. Donc, quand j'actualise la page, j'ai ici la somme de 12 et de 5 et 17. Donc, on voit clairement qu'on a pu faire la somme et puis l'afficher ici. Donc, vous remarquez ici que j'ai essayé de faire l'opération de concaténation plusieurs fois. Donc, analysez bien cette façon de concaténer. Donc, dans ce texte-là qui s'affiche, il y a plusieurs parties. Il y a une première partie qui est une chaîne de caractères, une seconde partie qui est une variable. Donc, déjà, j'ai mis la partie chaîne de caractères entre les griffes, plus la variable. OK? Maintenant, une fois que la variable est affichée, ce qui suit est une chaîne de caractères. Donc, je fais encore plus la chaîne de caractères, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça, on peut faire la somme. Pour la soustraction, c'est juste ceci. La soustraction de A et de B est, voilà, 7. On peut faire la même chose avec la multiplication. OK. On a toujours le résultat. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. On peut faire des opérations mathématiques et ça va bien marcher. OK. Et on peut faire aussi la division. Voilà, on a 12 divisé par 5, ça fait 2,4. Voilà. OK. Maintenant, supposons que nous avons ceci. Au lieu de mettre 12 entre les... je vais mettre let ici. Let. Supposons que au lieu de mettre 12 sans les griffes, on a mis ça sous forme de chaîne de caractères. Donc, quand j'actualise, vous voyez que oui, bon, ça n'a pas changé. On a toujours le résultat. Mais je vais mettre ça aussi comme ceci. OK. OK, d'accord, ça marche. En temps normal, ça ne devait pas marcher. Parce que ici, c'est une chaîne de caractères. OK, le fait de mettre... ah, OK, supposons que je mette plus ici. La somme de... Voilà, la somme de 12 et 5, on a utilisé l'opération plus ici. D'accord? Donc le plus en temps normal, ça fait déjà la somme et ça fait aussi la concaténation. Mais nos deux informations, ce sont des chaînes de caractères. Même si je mettais ceci sous forme d'entier, quand je fais ceci, on n'aura pas un bon résultat parce que le plus, une fois que le plus rencontre une chaîne de caractères plus un nombre, il ne va pas faire la somme, mais il va plutôt faire la concaténation. Donc, si vous êtes face à ce problème, vous pouvez bien avant de commencer par faire l'opération, faire une conversion des variables sous forme d'entier pour être sûr qu'il n'y aura pas d'erreur dans le calcul. Donc, pour convertir une variable en entier, je peux utiliser la fonction parseInt. Donc, je dis, OK, la variable A, la nouvelle valeur de la variable A est égale à parseInt de A. OK, donc ce qui veut dire que je viens de convertir la valeur de A en entier. Donc, quand j'actualise, j'ai maintenant un bon résultat ici. Donc, c'est comme ça on peut effectuer les opérations mathématiques avec du JavaScript.
On va maintenant enchaîner avec les opérations de comparaison. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir ici, prenons ce cas concret. Prenons ce cas, on va faire ça à partir d'un exemple. Donc si je mets afficher, je ramène la variable 12 là sous forme d'entier. Ou bien afficher afficher bonjour si le nombre A est inférieur au nombre B. Sinon, afficher bonsoir. Voici le programme, l'exercice qu'on va essayer de faire. Afficher bonjour si le nombre A est inférieur au nombre B. Sinon, afficher bonsoir. Donc, nous avons déjà le nombre A et B ici. On va essayer d'appliquer ou bien d'utiliser du code JavaScript pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, pour le faire, il faut juste utiliser la fonction if. Ok, if est une fonction, donc ça vient avec une parenthèse. Donc, dans la parenthèse, là, on va poser la condition. If A inférieur à B. Ok, maintenant on met l'accolade. L'accolade veut dire exécuter un code lorsque cette condition qu'on a posée ici est vraie. Ok, lorsque A est inférieur à B, qu'est-ce qu'on doit afficher? On doit afficher console.log bonjour. Maintenant, sinon c'est le else. Else, donc le fait d'énoncer le mot-clé else veut dire sinon. Else, qu'est-ce qu'on doit faire? Console.log afficher bonsoir. Voilà, donc voilà un peu de façon très simple comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Regardez un peu le résultat dans la console. J'ai bonsoir. Pourquoi est-ce que j'ai bonsoir? Est-ce que selon mon programme, afficher bonjour si le nombre A est inférieur à B? Est-ce que A est inférieur à B? Non. Ici 12 est supérieur à B. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans cette condition. Sinon, ça veut dire que A est supérieur à B, on doit afficher bonsoir. Mais si je change un peu la valeur de A est égal à 1, B égale à 5. Donc dans ce cas, normalement, on devait voir maintenant bonjour dans la console. Donc on va voir, j'actualise et puis j'ai bonjour. Donc on voit clairement que notre programme là a bien marché. Donc vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut utiliser la condition ou bien la fonction if pour poser des conditions dans notre programme. Donc ce n'est pas seulement inférieur qu'on peut utiliser, il y a toute une liste. Donc ici la liste, l'élément suivant de comparaison, c'est l'égalité. Comment est-ce qu'on peut tester si une information est égale à une autre? Donc ici, au lieu d'utiliser simple égal comme ceci, on doit doubler l'égalité. Ok, c'est donc c'est double égal qui nous permet de tester si une variable A est égale à une variable B. Ok, donc si je mets ici égal, on me dit bonsoir. Est-ce que A est égal à B? Non. Là, on affiche bonsoir. Mais si je mets A égale à 1, B égale à 1, on a bonjour. Donc l'opération là, ou bien cette condition est vraie. Donc on affiche, ou on exécute le code du bloc là, de la collade là. Sinon, c'est ce code qui sera exécuté. Ok. Donc on peut aussi utiliser inférieur. Ça, on vient de le voir. On peut aussi utiliser supérieur. On peut aussi utiliser inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal. Il y a aussi un dernier qui est différent de, qu'on peut utiliser. Donc ici le dernier là c'est différent de. Est-ce que une information ou une variable A est différente d'une autre variable B? Donc pour utiliser le symbole de différence, on met point d'exclamation suivi de égal. Donc voici ce qu'il faut retenir par rapport aux conditions. Comment est-ce qu'on peut poser une condition au niveau de JavaScript? Nous allons enchaîner rapidement avec les notions
boucle. Voilà, on a ici la notion de boucle. Boucler une information, c'est juste exécuter un code un certain nombre de fois. Donc, supposons que nous voulons afficher bonjour bonjour tout le monde, ou bien bonjour un certain nombre de fois à l'écran. Ok, donc ou bien dans la console du navigateur. Voici un peu l'exercice. Afficher bonjour 5 fois dans la console. Ok, donc pour le faire, il y a deux façons. La première façon, c'est d'utiliser la boucle for. Ok, donc ici, regardez un peu la syntaxe. Je mets for $i égale à 0. Je vais expliquer ça tout à l'heure. $i inférieur à 5, $i plus plus, console.log. Je vais mettre bonjour. J'ai mis 1 inférieur ou égal à $i plus plus. Voilà. Quand j'exécute ce code là, ok, on me dit que j'ai une erreur. Ok, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Autant pour moi, je ne suis pas en PHP ici. Ok, j'exécute et puis nous avons ce résultat. Bonjour une fois, bonjour deux fois, jusqu'à 5 fois. Ok, donc je vais expliquer un peu rapidement ce qui se passe ici. Il y a déjà une fonction for qu'on doit utiliser. Maintenant, à l'intérieur de la fonction for, il y a trois parties. La première partie, c'est la partie initialisation. On a mis à 1, ou bien on a initialisé une variable i qui est égale à 1. Donc, la valeur initiale de cette variable-là est égale à 1. Dans la seconde partie, séparée par un point virgule de la première, nous avons une condition. Ok, sous quelle condition on va continuer par exécuter ce code qui est ici? C'est lorsque, ou bien à chaque fois que le i est plus petit ou égal à 5. Ok, donc ça part de 1 et on vérifie si cette condition-là, est-ce que i qui est égal à 1 est inférieur ou égal à 5. Si c'est vrai, là on affiche l'information là, c'est-à-dire bonjour suivi de la valeur de i fois. Maintenant, une fois que ce code-là est exécuté, on applique la troisième partie qui est le i++. Le fait de faire i++ ici veut dire qu'on a augmenté la valeur de i de une unité. Donc, si i était égal à 1, ça va devenir 2 ensuite. Donc, si ça devient 2, on refait la comparaison. Est-ce que 2 est plus petit ou égal à 5? Oui, là, on exécute le code jusqu'à tomber sur une valeur qui ne nous permet pas d'exécuter le code. Donc, ça va aller jusqu'à 5. Est-ce que 5 est inférieur ou égal à 5? Oui, c'est vrai. Donc, on va afficher encore ceci. La valeur de i va augmenter. Ça va devenir 6. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? Non. Et là, on va sortir de cette boucle-là. Voilà un peu comment est-ce que la boucle for fonctionne. Donc, voici un peu les différentes parties. Quand je mets for, il y a déjà une étape d'initialisation. Point virgule, suivi de la condition. Point virgule, suivi de l'incrémentation. Ok. Et ici, je mets la collade ici. On met le code que nous devons exécuter. Voilà. Donc, ça, c'est la première façon de faire les choses en utilisant la boucle for. Donc, on peut aussi utiliser la boucle while. Au lieu de for, on va utiliser la boucle while. Donc ici, remarquez que je suis en train de mettre tout ce code-là en commentaire d'une façon un peu spéciale. J'ai mis slash suivi de étoile au début ici et slash et étoile suivi de slash. En le faisant comme ceci, c'est comme nous sommes en train de mettre en commentaire plusieurs lignes en même temps. Ce que j'avais fait entre temps ici signifiait que je mets en commentaire seulement cette ligne-là.
Ok, donc si on veut mettre en commentaire plusieurs lignes en même temps, on utilise cette technique plutôt. Voilà, donc je disais que je vais utiliser la boucle while pour effectuer la même action. C'est-à-dire que quand je mets while, la boucle while s'utilise de la même façon que la boucle for, seulement que nous avons un changement de place pour ces différents éléments. Ok, donc il y a le while ici, il y a toujours l'accolade, tout comme au niveau des for. Quand on avait utilisé for, il y a toujours l'accolade. Maintenant, on met à l'intérieur les différents éléments. Donc la même chose va se passer au niveau de la boucle while. Déjà, l'initialisation vient même avant qu'on ne rentre dans la boucle while. Donc ici, je mets var i égale à 1. Déjà, c'est ce qu'on avait vu ici. On doit avoir ça bien avant même de rentrer dans la boucle. Ok, maintenant dans la parenthèse de la boucle while, il faut qu'on mette la condition, c'est-à-dire i inférieur ou égal à 5. C'est la condition qu'on avait ici. Ok, on avait cette condition là, i inférieur ou égal à 5. Donc ça se trouve dans la parenthèse de la boucle while. Et dans la collab, nous avons console.log bonjour i plus fois. Voilà. Maintenant, juste après l'exécution des instructions, on va mettre l'opération d'incrémentation, c'est-à-dire le i++. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence entre la boucle while et la boucle for. C'est seulement peut-être un changement de place pour ces différents composants. Il y a l'initialisation ici, la condition, l'incrémentation et puis le code à exécuter. Donc quand j'actualise ce code là, on a toujours le même résultat à ce niveau là. Donc on voit clairement comment on peut parcourir quelque chose et puis afficher une information. Donc comme on vient de parler des boucles, si je reprends mon exemple de tableau const note qui était égal à 12, c'était 14, 10, 15, 18. Donc, si on veut parcourir cette variable note là et afficher chaque information, on peut faire ceci. For var i égale à 0, c'est-à-dire que la position du tableau commence à partir de 0. Je vais parcourir le tableau 0 et i inférieur à combien? Il y a combien d'éléments dans le tableau? 0. Il y a 1, 2, 3, 4. Donc i inférieur à 4. Et puis i++. Et puis on peut faire console.log la valeur du tableau à la position. Je vais agrandir cette partie un peu, à la position i est, je vais mettre note crochet i. Voilà. Ok, est-ce que vous voyez un peu? Donc on a parcouru le tableau. On sait que pour accéder à un élément dans ce tableau là, il faut connaître sa position. Le premier élément pour position 0, le second a pour position 1, le troisième pour position 2 et le quatrième pour position 3. Donc j'ai posé comme première valeur, comme valeur initiale, i égale à 0. Ok, maintenant j'accède à chaque temps la valeur selon le changement de notre variable i ici. Donc on voit que chaque temps on incrémente la valeur de i. Donc ça part de 0, 1, 2 et puis 3. Donc ça va s'arrêter lorsque i serait égal à 4. On ne va plus afficher. Donc ici, quand j'actualise la page ici, j'ai ce code là, le résultat suivant. Vous voyez qu'on a la valeur du tableau à la position 0 et 14. La valeur du tableau à la position 1 est 10, ainsi de suite. Ok, donc voici un peu comment on peut appliquer déjà la notion de boucle sur notre tableau. Mais ici, supposons qu'on ne connaît pas la taille du tableau. On ne connaît pas le nombre d'informations ou bien d'éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce tableau. Donc, le fait de mettre directement la taille ici est un peu problématique parce qu'il se peut, il y a certaines conditions ou bien il y a certains cas,
dans lesquels on peut ne pas connaître d'avance la taille du tableau. Donc, pour automatiquement accéder ou bien oui, accéder à la taille du tableau, on utilise un attribut spécial qui s'appelle length. Donc, je prends le tableau et puis je mets length ici. Donc, le length va m'afficher, puis il va me renvoyer la taille du tableau. Donc, peu importe ce qui sera mis ici comme valeur, ça va toujours et toujours nous renvoyer la taille du tableau. Donc, quand j'enregistre ce code et puis je fais ceci, on aura toujours le même résultat ici. Donc, pour vérifier tout ceci, quand je fais console.log, note.length, qu'est-ce qu'on aura dans la console? On aura 4. Ça nous renvoie 4. Quand je change un peu, je vais mettre quelque chose. Je vais augmenter les éléments du tableau. Et que je fais ceci, vous voyez que automatiquement ça me calcule les éléments. Maintenant, quand j'applique l'autre code, ok, avec le length ici, quand j'applique l'autre code en mettant un peu ici d'autres informations dans le tableau, vous voyez ce qu'on aura comme résultat. Vous voyez un peu. Donc, peu importe la valeur, la taille du tableau, avec le length, on a toujours cette valeur-là qu'on peut utiliser. Ok, donc si ces notions-là sont déjà maîtrisées, c'est déjà un grand pas pour vous. Si vous avez déjà une bonne maîtrise de ces différents concepts, c'est parce qu'on va beaucoup les utiliser dans la suite de ce cours. Le prochain élément à voir, ce sont les fonctions. Ok, donc on va rapidement parler des fonctions. Vous allez voir que c'est très facile. Il n'y a rien de compliqué au niveau de ce truc là. Donc ici on a déjà utilisé pas mal de fonctions. Par exemple, on avait utilisé la fonction alerte qui prenait une chaîne de caractères en paramètre. Ok, on pouvait préciser ici bonjour. Donc ça c'est la fonction alerte. On avait utilisé la fonction console.log aussi, .log qui prenait aussi une chaîne de caractères en paramètre pour pouvoir afficher. On avait utilisé la fonction parseInt pour convertir. Donc tout ça sont des fonctions natives qui viennent avec le langage JavaScript. Et il peut arriver qu'on décide de créer nos propres fonctions. Comment est-ce qu'on peut le faire? Donc on va essayer de voir rapidement ici comment est-ce qu'on peut créer une fonction. Donc, tout comme au niveau des variables, pour créer une fonction, on utilise un mot-clé qu'on appelle function, comme ceci, suivi du nom de la fonction. Par exemple, la fonction salutation. Ok, donc comme c'est une fonction, je mets une parenthèse devant et puis je mets les accolades. C'est juste la syntaxe. Et puis à l'intérieur, je vais mettre console.log. Je suis dans ma fonction salutation. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'actualise le code? Il n'y a rien qui se passe. Pas même dans la page web, ni dans la console. Il n'y a rien qui se passe. D'accord? Mais une fois que nous avons créé cette fonction comme ceci, elle est disponible dans le navigateur. Exemple, si je fais salutation, vous voyez que j'ai quelque chose ici déjà qui m'indique que, ok, exactement, nous avons une fonction salutation qui ne prend rien en paramètre, c'est-à-dire que sa parenthèse est vide. Donc, je peux l'appeler directement, je mets la parenthèse sans préciser quelque chose dedans. Donc, voici un peu une première différence qu'il faut commencer par faire. Lors de la création de la fonction, ok, on n'a rien prévu dans la parenthèse ici. Contrairement à la fonction alerte, quand on mettait alerte, on mettait quelque chose, une chaîne de caractères ici. D'accord? Ce qui veut dire que lors de la création de la fonction alerte, le développeur a prévu qu'on précise quelque chose ici dans la parenthèse. Ce n'est pas le cas chez nous ici. Donc chez nous, on n'a pas besoin de préciser quelque chose dans la parenthèse de la fonction et on peut l'appeler directement. Donc quand je le fais comme ça, on voit que le code qui a été écrit à l'intérieur de cette fonction-là est appelé. Donc on voit clairement, je suis dans ma fonction salutation qui est écrite dans la console parce qu'on avait utilisé console.log ici. D'accord? Donc supposons que je veux préciser un nom dans cette fonction salutation. Donc je peux dire fonction
salutation avec nom, c'est le nom de la fonction. Et puis je précise un nom ici. Et là, je peux dire console.log bonjour suivi du nom qui a été précisé. Ok, donc quand j'actualise la page, il n'y a rien qui se passe, mais je peux appeler cette fonction maintenant ici, salutation nom. Ok, déjà, qu'est-ce qu'on m'indique ici? On me dit que ça doit prendre en paramètre un nom ou bien une valeur. Donc quand je mets salutation Jean, ça me dit, quand je valide, ça me dit bonjour Jean. Quand je dis salutation Gériel, ça me dit bonjour Gériel. Donc en fonction de ce qui a été passé en paramètre, notre fonction sera exécutée et en précisant le nom qu'on lui a remis entre la chaîne de entre la parenthèse ici. Ok, donc je pouvais non seulement mettre une chaîne de caractères, mais aussi peut-être un nombre. Quand je fais ceci, ça me dit bonjour 25. Donc tout dépend de comment est-ce que vous avez codé la fonction. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut créer une fonction avec du JavaScript. Non seulement une fonction peut prendre une valeur, ça peut prendre aussi plusieurs valeurs. Donc supposons que je mets fonction salutation nom prénom égale à nom prénom. Donc ici, lors de la création de la fonction, j'ai prévu mettre dans la parenthèse deux informations, c'est-à-dire le nom et puis le prénom. Et je peux faire console.log bonjour nom prénom. Ok, donc notez aussi un peu l'usage un peu spécial de console.log. Quand je mets console.log bonjour, qui est une chaîne de caractères, virgule, prénom, et nom et prénom, séparés par des virgules aussi, ça va essayer de concaténer. Donc c'est un peu spécial à seulement console.log. On ne peut pas faire ça au niveau de d'autres fonctions, c'est pas possible. Ok, donc la fonction console.log sait comment gérer ces différents éléments séparés par des virgules. C'est seulement à ce niveau, je précise très bien. Ok, donc vous allez parfois me voir écrire ça, ce n'est pas une erreur. Donc quand je fais actualiser et que j'appelle la fonction salutation nom prénom et je précise Jean Gériel, parce que la fonction attend deux informations dans la parenthèse. Donc quand je valide, on me dit bonjour Jean Gériel. Ok, donc voilà un peu de façon très simple comment on peut créer une fonction. Donc ici, notez qu'on peut mettre plusieurs informations si on veut. On peut mettre une variable ou bien un tableau. D'accord. Ok, supposons que nous avons une fonction qui va nous permettre de parcourir un tableau. Fonction parcourir égale à, qui prend en paramètre un tableau T. Ok. Et il va dire for var I égale à 0, I est inférieur à T.length, I++. On peut faire console.log T crochet I. Ok, donc cette fonction parcourir qu'on vient de créer prend en paramètre un tableau et il va essayer de parcourir ce tableau avec la boucle for et puis nous afficher chaque information. Donc actuellement il n'y a rien qui va se passer, mais je vais appeler la fonction directement dans mon code ici, const note égale à 12 5 8. Voilà. Maintenant je vais appeler la fonction parcourir directement dans mon code ici et je lui donne comme argument note. Ok, quand j'actualise, je vois que cette fonction est exécutée ici et on m'affiche ces différentes valeurs dans la console du navigateur. Donc c'est très facile de créer les fonctions avec du JavaScript ici. Mais il y a quelque chose ici aussi qu'on doit essayer de comprendre. Une fonction qui est créée, regardez le cas de la fonction parseInt. ParseInt ne nous affiche rien et n'affiche rien aussi dans la console du navigateur. ParseInt essaie de nous renvoyer un résultat. Quand je dis, j'avais écrit ceci, A égale à parseInt A,
C'est-à-dire que quand on applique parseInt sur une information, ça renvoie une valeur qu'on peut stocker dans une autre valeur. Mais actuellement, est-ce que nos fonctions nous permettent de renvoyer une valeur? Pour le moment, non. Mais comment est-ce qu'on peut permettre à une fonction de renvoyer quelque chose? On peut le faire en utilisant le mot-clé return. Donc, si supposons que nous voulons que la fonction nous renvoie la somme de deux nombres qu'on lui a remis en paramètre. Donc, je peux créer une fonction somme de A et B. Et on peut déjà calculer le résultat qui est égal à A plus B et utiliser le mot-clé return pour renvoyer ce résultat-là. Ce qui peut me permettre d'écrire ceci: var R égale à somme de 12 et 25. Donc, j'ai appelé la fonction A, c'est la fonction somme, et je lui ai remis deux nombres, c'est-à-dire 12 et puis 25. Si j'appelle cette fonction comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien qui va se passer parce que déjà, la fonction n'affiche rien. Il n'y a pas console ou bien alerte ici. Il n'y a rien. Mais comment est-ce qu'on peut retrouver la valeur ou bien le calcul de ces deux, le calcul de la somme effectuée sur ces deux informations passées en paramètre à la fonction? Mais étant donné que cette fonction nous renvoie, nous fait un return, on peut déclarer une variable qui va récupérer ce qui est renvoyé à partir du mot-clé return. Donc, ce qui est renvoyé, c'est la somme. OK? Donc, on peut récupérer la somme en déclarant une autre variable ici, suivie de la fonction. Donc, quand je peux faire maintenant console.log, la somme est R. Donc, je peux actualiser. Et là, je peux voir le résultat ici. La somme est 37. Donc, 12 plus 25, ça va être 37. Donc, quand je mets quelque chose, j'ai toujours un résultat parfait. Donc, voilà un peu comment on peut créer de façon générale des fonctions au niveau de JavaScript. Et tout dernièrement, avec la nouvelle version de JavaScript, on peut essayer de simplifier la création d'une fonction. Donc, regardez un peu la fonction de salutation que nous avons ici, sans la première fonction de salutation. Avec la nouvelle version, comment est-ce qu'on peut créer cette fonction-là? On peut créer cette fonction comme ceci, avec la nouvelle version de JavaScript. Au lieu de mettre fonction salutation, je vais dire const salutation, c'est comme une variable qu'on est en train de déclarer, égale. Étant donné que c'est une fonction, je mets la parenthèse pour signifier que c'est une fonction, tout simplement. Maintenant, le corps de la fonction va être mis dans égal supérieur, suivi des accolades. Et je mets console.log. Console.log, je suis dans la fonction salutation version ES6 de JavaScript. C'est la nouvelle version de JavaScript. OK. Donc ici, on voit clairement que la notation a été complètement simplifiée ou bien changée. Je ne sais pas si c'est simplifié qui est le mot, mais ça a été simplifié. Et on va beaucoup utiliser aussi cette notation dans nos programmes. Vous allez voir. D'accord? Donc ici, pour créer une fonction avec la nouvelle version, voici ce qu'il faut mettre. Déjà, la parenthèse veut dire que c'est une fonction et puis le corps se met entre égal supérieur accolade. Donc voilà un peu. Donc, la même chose au niveau de la fonction salutation nom qui prend en paramètre un nom. On peut la créer de cette façon plutôt. Salutation nom égale la parenthèse qui veut dire qu'on peut essayer de mettre des trucs en paramètre. Et on remet console.log. Bonjour. Bonjour plus non. Donc la même chose peut se faire à ce niveau où on a plusieurs informations dans la console. OK, donc vous pouvez voir maintenant de façon claire et nette la façon de créer des fonctions au niveau de JavaScript. Il n'y a rien de compliqué. Je vous assure, dans la pratique, on va beaucoup créer des fonctions. Donc vous devez maîtriser comment on peut créer des fonctions et comment on peut les appeler. On va maintenant voir la dernière partie
de ce cours qui est réservé aux requêtes au niveau de JavaScript. Donc, les requêtes, c'est juste comment on peut accéder aux ressources internes ou bien externes pour pouvoir retirer certaines données. Donc, comme ressources internes, supposons que nous avons dans un fichier étudiant.json la liste des étudiants sous forme d'objet. Donc, nous avons un objet et dans cet objet, nous avons un attribut data qui est un tableau avec la liste des étudiants sous forme d'objet encore. Donc, voilà un peu l'information là que nous avons dans notre ordinateur, bien dans notre projet. Donc, ici, dans notre projet, nous avons un fichier étudiant.json et on veut maintenant récupérer les informations contenues dans ce fichier et peut-être les utiliser, les afficher quelque part dans notre application. Ce qu'on peut faire, je vais enlever tout ça ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qu'on appelle la fonction fetch qui va accéder à cette ressource-là et retirer les informations qui sont à l'intérieur. Donc déjà, l'usage de fetch, c'est comme ceci, fetch suivi de la ressource. Ça peut être une ressource interne, une API, ou bien, oui, une ressource interne, c'est un fichier local dans notre projet, ou bien une API qui est une ressource externe. Ok, donc ici je peux mettre le nom du fichier que je veux accéder ou bien de la ressource, c'est étudiant.json. ok, donc lorsque le fetch va aller chercher l'information contenue dans ce fichier. Maintenant, lorsque ce fetch là a reçu, ou cette requête est bien effectuée, on fait un then. C'est-à-dire, le then veut dire lorsque cette requête est bien effectuée, lorsque le fetch a déjà trouvé le fichier là, le then prend en paramètre un résultat. Ok. Maintenant, ce résultat obtenu, on doit convertir. On fait un petit return veut dire que je veux convertir le résultat qu'on a obtenu sous format JSON, parce que le format dans lequel se trouve la ressource est un format JSON. Il y a aussi le format texte qu'on peut utiliser. Donc voilà un peu. Maintenant, après la conversion, on peut accéder maintenant à la ressource comme c'est mis dans ce code actuellement ici. Donc je vais mettre un petit then encore pour dire que lorsque le premier then a fini son travail, je peux accéder à la ressource comme ceci. Je fais console.log de data. Ok. Maintenant, je vais essayer d'exécuter ce code pour voir si tout marche bien. Quand je fais actualiser, on me dit quelque chose ici, que blocage d'une requête multi-origine. Ça arrive ici parce que nous sommes en train d'exécuter le code là avec un URL un peu bizarre. Donc, avant de pouvoir utiliser la fonction fetch dans une application, il faut que l'application soit lancée autrement. Donc, pour lancer l'application comme si on est sur un serveur, il faut utiliser un petit outil qu'on appelle le live server. Donc, comme exercice, je vous recommande d'aller sur le truc, aller dans Google, taper installation de live server. npm. Ok, donc ici, quand vous allez ici, sur le lien, on va vous demander, ou bien on va vous montrer un peu la façon dont vous pouvez installer le live server comme ceci, npm install-g live server. Donc, si vous tapez cette commande là dans votre envie de commande comme ceci, ok, vous devez installer le live server. Moi, je l'avais déjà installé sur mon ordinateur, donc je ne vais plus exécuter ça. Mais le npm, lorsque le npm ne marche pas chez vous, ça veut dire que l'application Node.js n'est pas installée sur votre ordinateur. Donc, il faut déjà, avant de commencer par utiliser le npm, installer Node.js sur votre ordinateur. Donc, allez sur le site officiel de Node.js, et puis télécharger l'application Node.js. Et voilà, si vous êtes sur Windows, cliquez ici, télécharger Windows Installer et puis vous l'installez avant d'exécuter la commande d'installation de Live Server. Maintenant, comment est-ce que je peux lancer mon application avec Live Server ici? Je vais juste cliquer ici en haut et puis taper CMD.
Quand je le fais comme ça va ouvrir l'invite de commande à l'emplacement de mon projet, c'est-à-dire, vous voyez, un petit desktop, et puis JavaScript dans le dossier JavaScript, et puis je saisis la commande live server. En le faisant comme ça va ouvrir automatiquement le projet à l'adresse là. Ça l'a ouvert dans l'éditeur Explorer, mais je vais copier le lien et l'exécuter dans mon éditeur ici. Je vais l'exécuter plutôt ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez remarquer que ma requête là, qui est effectuée ici, a bien fonctionné. On voit que le fetch a fait son travail, il a fait la conversion et puis il m'a fait un console log de l'objet qu'on a retrouvé dans le fichier étudiant.json ici. Vous voyez un peu? Donc ici, au lieu, je vais mettre D ici, comme ça il n'y aura pas de confusion. Ou bien JSON. Ok, donc on récupère automatiquement tout l'objet là. Mais dans l'objet, la question qu'on veut, c'est le data qu'on veut. Donc je vais mettre JSON.data. Comme ça, on aura un tableau de ces différents objets. On peut voir, on peut essayer de parcourir ces objets-là et puis récupérer leur valeur. Donc, de façon très basique, c'est important pour le moment de connaître de façon très simple l'usage de JSON et de la fonction fetch pour accéder aux ressources internes et externes dans une application. Donc, au cas où quelque chose a mal tourné, on peut ajouter un petit catch, ok, qui prend en paramètre une fonction contenue qui va enfermer un argument erreur. Donc on fait console.log, une erreur est survenue. Donc actuellement il n'y aura pas de problème, donc il n'y a aucune erreur, donc on peut exécuter. On a vu qu'on a pu récupérer l'objet à partir de la fonction fetch. Donc cette façon de lancer le programme, c'est ce qu'on va utiliser prochainement quand on crée l'application, mais quand on crée le nouveau dossier pour le projet, on va le lancer prochainement avec Live Server. Comme ça nous permet de voir de façon claire et nette ce qu'on est en train de faire et de façon dont ça va s'afficher dans le navigateur. Il faut qu'on soit déjà habitué à lancer les projets en utilisant Fetch ici. En utilisant plutôt le Live Server, tant pour moi. Voilà, on vient de parcourir la première partie du cours de JavaScript. Déjà, ces petites notions qui sont évoquées, si vous avez déjà une bonne maîtrise de ces petites notions-là, je vous assure que vous n'aurez pas trop de soucis au niveau de la seconde vidéo, c'est-à-dire l'accès au DOM et puis les manipulations. Et de façon globale, comment est-ce qu'on peut combiner toutes ces notions-là dans une vraie application pour avoir un bon résultat. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. Tout est une question de pratique et de bonne volonté. Donc, si vous êtes vraiment décidé, vous allez voir que c'est très facile. Donc, reprenez la vidéo et puis pratiquez par vous-même tout ce qui a été fait. Sinon, ces différents concepts qu'on a pu évoquer ici seront utilisés dans presque toutes les applications qu'on aura à créer. Donc, je vous prie de bien vouloir essayer tout ça chez vous et puis voir un peu comment ça marche.